Il y a eu des informations selon lesquelles le vice-président des États-Unis aurait d'une manière ou d'une autre prévenu Erdogan pendant la guerre de l'arrivée de terroristes kurdes en Iran, et ensuite Erdogan serait intervenu, aurait passé des appels. Franchement, cette histoire est incroyable, parce qu'on essaie de faire croire que J.D. Vance, Guivanto, aurait tenté d'informer le président turc pour éviter une attaque contre l'Iran menée par ces terroristes kurdes qui, comme Donald Trump lui-même l'a déjà dit, ont reçu beaucoup d'armes des États-Unis. Et ils étaient équipés, ou du moins on disait qu'Israël le voulait, et toute la situation s'est retournée contre Israël. D'ailleurs, c'est le Jerusalem Post qui l'a rapporté. Ils ont dit qu'en ce moment, Israël n'est pas content de ce qu'a fait J.D. Vance. Quand on parle des terroristes kurdes, de ces groupes dans le Kurdistan irakien, à quel point est-ce une préoccupation pour l'Iran? Et je me souviens que depuis le début de la guerre, l'Iran les a attaqués plusieurs fois, a détruit, vous savez, leurs installations, leurs forces. Est-ce que c'est une menace importante pour les Iraniens? Parce qu'au fond, combien de forces ont-ils vraiment? Non, les États-Unis n'ont rien communiqué aux Iraniens. C'est une fausse information, tout simplement inventée. Les Iraniens, eux, ont profondément infiltré ces groupes et ils les visent régulièrement. Le gouvernement du nord de l'Irak, le gouvernement kurde local, agit comme un relais des États-Unis et il est allié à des responsables israéliens. Donc, ils ne feront rien pour arrêter ces groupes. Parfois, ils essaient ou ils font un petit geste sous la pression de l'Iran, mais en réalité, ils les tolèrent et leur permettent d'avoir des bases dans tout le nord de l'Irak. Et depuis le début de la guerre, l'Iran les a bombardés à plusieurs reprises. Mais non, J.D. Vance n'a joué aucun rôle. Les États-Unis n'ont aucun rôle à jouer pour empêcher ces attaques. En réalité, une autre fausse information que les Américains diffusent par le Washington Post et le New York Times, c'est cette idée selon laquelle les Iraniens auraient été prévenus par les Américains que les Israéliens voulaient abattre l'avion dans lequel je me trouvais, qu'ils voulaient assassiner les négociateurs pendant qu'ils étaient à Islamabad. C'est encore un mythe. Il n'y a jamais eu de message des États-Unis à l'Iran. Les Iraniens, quand ils étaient à Islamabad, enfin, quand nous étions à Islamabad, en fait, le Washington Post a publié un article, une tribune, disant que les négociateurs devraient être assassinés, qu'ils devraient être tués. Et puis, quand les discussions ont échoué, certains ont commencé à penser qu'il était possible que les Américains ou les Israéliens aient abattu l'avion. Souvenez-vous, Trump a menacé à plusieurs reprises de tuer les négociateurs iraniens, tout récemment encore, pendant les dernières discussions. Il a aussi menacé d'anéantir l'Iran, de le ramener à l'âge de pierre et de détruire notre civilisation. Et vu le monstre qu'il est, on sait bien que c'est le genre de choses qu'il dirait. Mais Vance n'est pas différent. Alors, les Iraniens, la délégation, ont décidé, enfin la sécurité iranienne a décidé, de changer d'avion et de voler jusqu'à Mashhad, près de la frontière avec l'Afghanistan et le Turkménistan. Ensuite, nous avons fait le trajet par la terre jusqu'à Téhéran. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il faut se rappeler que les avions israéliens ne peuvent pas bombarder l'Iran facilement. Pas du tout. Il y a l'Irak entre les deux. C'est un territoire américain et ce sont des avions américains qui ravitaillent ces appareils. Ce sont des avions américains qui ravitaillent ces jets, ce qui leur permet d'atteindre l'Iran. Aller jusqu'à Mashhad, pour le régime israélien, c'est pratiquement impossible. Pendant la guerre de 12 jours, comme pendant la guerre actuelle, qui n'est pas terminée, tous les avions israéliens étaient ravitaillés par les Américains. Sans eux, ils n'ont tout simplement pas la capacité de mener une guerre contre l'Iran. Et s'ils en déclenchent une, l'Iran les écrasera. Sans le soutien total des États-Unis, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc tout ça, c'est du n'importe quoi.
les Américains n'ont informé personne des attaques venues du Kurdistan irakien. Au contraire, ils les ont encouragées. Et c'est la même chose avec ces Takfiris au Baloutchistan, au Pakistan, d'où partent leurs attaques. Tout cela s'est fait avec un soutien financier, un soutien militaire et une couverture politique de la part des gouvernements occidentaux, en particulier des États-Unis et d'Israël. Donc non, les Américains mènent une guerre totale contre l'Iran. Les émeutes dont vous vous souvenez à Téhéran, il y a quelques mois, quand on disait que l'Iran avait tué des centaines, voire des milliers ou même des dizaines de milliers de personnes, toutes ces histoires absurdes. Eh bien, les armes avaient été fournies aux émeutiers qui tentaient de provoquer un coup d'État ou une insurrection militaire. Et pourtant, ils ont échoué. Tout cela s'est fait avec le plein soutien des Américains et des Israéliens, souvent avec la participation du renseignement britannique et parfois aussi du renseignement français. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, hier on a appris qu'environ 33 navires avaient traversé le détroit aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mais il y a une nouvelle déclaration, une déclaration conjointe de la France et du Royaume-Uni, qui a été condamnée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Kari Babadi. Il a dénoncé ce que ces deux pays essaient de faire, une sorte de coopération. Je ne sais pas comment les Iraniens perçoivent le fait que ces deux pays se rendent à Oman, qu'ils y établissent de nouveaux liens et cherchent à se rapprocher d'Oman, ni dans quelle mesure cela peut vraiment changer la situation dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les Iraniens? Well, if Oman wants to have good relations with Iran, then it will refrain from doing anything against Iran. They've done that during the war. They've refrained from participating in the war like Kuwait and the Emirates and Saudi Arabia and Qatar and Bahrain. And they benefited from this. And I doubt that they will be persuaded by two unimportant countries like the British and the French, who don't have a military and who have their hands full with their dirty war in Ukraine. So I don't think that Oman will do anything foolish in this regard, because Iran won't tolerate it, no doubt. And the French and the British are not a force to be that Iran takes seriously. So again, the deputy foreign minister. Mais si jamais il s'engage vraiment dans la mauvaise direction, alors cela voudra dire que l'Iran devra s'en occuper autrement. Quelle est la perception du côté iranien concernant les actions ou la manière dont les États-Unis agissent? Il semble que, selon certains médias en Iran, les États-Unis enverraient des armes dans la région. De quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il des preuves que les États-Unis cherchent à déployer davantage d'armes ou de forces dans la région, peut-être pour tenter quelque chose avant les élections de mi-mandat aux États-Unis? Ce n'est pas impossible. Les Américains, après le cessez-le-feu, ont envoyé beaucoup de matériel dans la région, et une grande partie de ce matériel était destinée aux opérations terrestres. Ils ont déployé des troupes pour ces opérations qui pourraient être menées depuis le Koweït, les Émirats ou Bahreïn, parce que c'est là qu'ils ont stationné une grande partie de leurs forces terrestres. Bien sûr, ils ont aussi leurs avions, leurs chasseurs et tout le reste répartis dans toute la région, y compris en Jordanie. Les troupes pour les opérations au sol se trouvent surtout, d'après ce que je sais, en tout cas c'était le cas il y a quelque temps, dans ces trois pays. Mais les Iraniens, eux, sont prêts à ça. Depuis le cessez-le-feu, la fin de cette guerre de 39 jours, les Iraniens se préparent. Ils reconstruisent tout ce qui a été endommagé. Et depuis le protocole d'accord, enfin, certains disent que c'était un mauvais accord, mais je ne veux pas relancer ce débat.
On en a déjà parlé. Il y a, je pense, des aspects positifs. Et bien sûr, il y a aussi des faiblesses. C'est évident. Mais personne en Iran, dès le départ, ne croyait que les Américains allaient vraiment respecter ce protocole. Personne n'était aussi naïf, du moins pas parmi ceux qui détiennent le pouvoir. Les Iraniens voulaient surtout exporter leur pétrole, et ils en avaient accumulé énormément dans le Golfe Persique, du pétrole qui ne pouvait pas partir, des dizaines de pétroliers bloqués. Ils ne pouvaient pas partir à cause du blocus américain. Alors le protocole d'accord a permis à l'Iran d'envoyer très rapidement de très grandes quantités de pétrole vers ces marchés asiatiques. Et c'était nécessaire, parce qu'il y a une population de plus de 90 millions d'habitants. Et avec les réfugiés afghans, on parle sans doute de 95, 96, voire 97 millions de personnes. L'Iran s'en est servi pour stabiliser un peu l'économie parce qu'elle a été durement touchée par la guerre et qu'elle subit des sanctions depuis des décennies. Et puis, l'Iran se prépare aussi. Il construit de nouveaux missiles, de nouveaux drones, il agrandit ses bases souterraines, ses centres de commandement et de contrôle, enterrés. Ils ont remplacé des milliers de leurres détruits par de nouveaux leurres. L'un des gros problèmes pour les Américains, c'était que les principaux sites iraniens étaient profondément enterrés. Ils ont continué à les bombarder avec des B-52 sans aucun résultat. Un autre problème, c'était tous ces leurres. Ils n'arrêtaient pas de bombarder des leurres, d'en détruire et de gaspiller des milliards de dollars sur des cibles factices. Certains étaient fabriqués en Iran, mais la plupart, d'après ce que je sais, venaient de Chine. Et puis il y avait aussi la question des stocks. L'Iran avait ses réserves de blé, de riz, de céréales. L'Iran garde toujours d'importantes réserves de tout ça, comme vous le savez. Pendant la guerre, à cause du blocus, les Américains ont empêché ces cargaisons d'entrer dans le pays. Alors quand les navires iraniens qui attendaient ont enfin pu accoster, l'Iran a pu acheter de nouvelles provisions. Donc, l'Iran se prépare, en gros, à une nouvelle guerre. Et ça pourrait arriver avant les élections de mi-mandat ou après. Mais personnellement, je pense que ce serait une erreur encore plus grave pour les États-Unis que la guerre actuelle. Parce que l'Iran sait qu'il va gagner. Il a confiance en lui. Il a appris à connaître les capacités américaines. Rappelez-vous, l'Iran a remporté la guerre des 12 jours. Et il s'en est encore mieux sorti dans cette guerre. Justement grâce à tout ce qu'il avait appris pendant la guerre des 12 jours. Aujourd'hui, les Iraniens sont encore mieux préparés, alors que les États-Unis ne sont pas en position de force pour mener une guerre. Donc oui, c'est possible que les Américains attaquent, mais les Iraniens, eux, sont tout à fait prêts à leur faire face. On dirait que, pour les États-Unis en ce moment, le principal sujet de préoccupation, c'est le détroit d'Ormuz. C'est quand même incroyable que personne ne parle plus du programme nucléaire iranien. Tout tourne autour du détroit d'Ormuz. Et hier, on a appris que Donald Trump, ou plutôt l'administration Trump, aurait proposé que l'Iran n'applique pas le système de redevance, le mécanisme de frais, dans le détroit d'Ormuz. À la place, ils récupéreraient leurs avoirs gelés. Est-ce qu'il y a eu une vraie négociation? Ou est-ce que tout ça est monté de toutes pièces? Qu'est-ce qu'on sait exactement à ce sujet? Et surtout, quelle est la position de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et sur ce nouveau mécanisme? Nima, les Américains mentent tout le temps. Je veux dire, c'est comme cette histoire selon laquelle ils auraient prévenu les Iraniens d'un assassinat ou d'une tentative d'assassinat contre les négociateurs. C'était un mensonge. Souviens-toi, Trump a dit il y a seulement quelques jours que les Iraniens avaient demandé une rencontre, 3 ou 4 jours plus tôt, à Doha. Et je suis d'accord, les Iraniens n'ont rien demandé et il n'y avait aucun projet de réunion.
Les Américains ont envoyé Witkoff et Kushner, et personne du côté iranien n'était présent. Le lendemain, il y avait des responsables de rang inférieur et un vice-ministre des Affaires étrangères qui dirigeait une délégation prévue à l'avance pour négocier avec le Qatar et le Pakistan les médiateurs à propos du Liban et des avoirs volés de l'Iran. Et c'est tout. Donc, tout ce qui vient de Washington, il faut vraiment le prendre avec énormément de recul. Et ça, c'en fait partie. Les Iraniens, bien sûr, n'accepteront jamais d'abandonner leur contrôle sur le détroit d'Ormuz. C'est permanent. Et ce n'est pas seulement une question de droit de passage. Les Iraniens veulent garder la main sur le détroit pour s'assurer que leurs ennemis ne puissent pas l'utiliser et transformer à nouveau la région du Golfe Persique en zone de guerre. Donc non, c'est hors de question. Oui, ça veut dire qu'aucun destroyer, aucun navire militaire ne va passer par le détroit d'Ormuz. C'est ça le message des Iraniens. En gros, ils veulent contrôler le détroit pour des raisons de sécurité. Ce sera pour des raisons de sécurité, mais il y aura aussi un aspect financier, c'est certain. Ils vont percevoir des frais. Et si Oman ne veut pas en faire partie, les Iraniens ont dit aux Omanais, « Très bien, dans ce cas, nous contrôlerons le détroit nous-mêmes et c'est nous qui prendrons les frais. Si vous ne voulez pas participer, vous n'êtes pas obligés. Mais comment en fasse partie ou non, ça ne changera rien. L'Iran contrôlera le détroit. » Hier, on a entendu le président du Parlement iranien répondre à Donald Trump. Et Donald Trump affirmait, comme vous le savez, que l'Iran est censé utiliser son argent pour acheter de la nourriture pour son peuple. Parce qu'en ce moment, les Iraniens ont très faim. Il disait aussi qu'ils achètent exclusivement aux États-Unis, du maïs, du soja et tout le reste. Et puis on a eu la réponse du président du Parlement iranien. Il a dit « Imaginez avoir plus de 40 millions de vos propres citoyens qui dépendent des bons alimentaires et oser traiter une autre nation de pays affamé. Ce n'est pas une déclaration, c'est une projection. Gardez vos... » Tu sais, Nima, et je le dis aussi pour tes téléspectateurs, tu le sais aussi bien que moi. En Iran, on n'a pas de sans-abri dans les rues. En Iran, on ne connaît pas la faim comme on la voit dans beaucoup d'autres régions du monde. Le gouvernement a la responsabilité de nourrir tout le monde. C'est pour ça qu'on garde toujours de très grandes réserves de produits alimentaires essentiels et qu'ils sont subventionnés. Malheureusement, en ce qui concerne ces subventions, il y a de gros problèmes, parce que parfois, des gens comme moi, qui ne sommes pas pauvres, ou même des personnes riches, en profitent aussi. Je veux dire, je ne suis pas riche, mais les riches aussi. Et les gens comme moi qui ne sont pas pauvres, on reçoit d'énormes subventions. Vous savez, le prix de l'essence en Iran, c'est quoi? 1 ou 2 centimes le litre. Ce qui ferait, je suppose, 8 ou 9 centimes le gallon. Et ça, c'est juste une des subventions. L'électricité est subventionnée, l'eau est subventionnée, ce qui, franchement, ne devrait pas être le cas. Mais bon, les produits alimentaires sont subventionnés aussi. En Iran, on n'a pas... Enfin, il y a beaucoup de difficultés, bien sûr. On subit les sanctions de pression maximale, c'est fait pour rendre la vie difficile. La guerre, les bombardements sur les infrastructures iraniennes, on a connu tout ça. Mais on n'a pas la faim. And it's a bit disappointing for me to sometimes see some supporters of Iran, and I know there are many Iranian supporters now across the world, that the table has been turned on the empire. But sometimes people believe what Trump says. So when Trump says all the stolen Iranian assets will be used exclusively to buy American
agricultural products. Quand Trump dit quelque chose, même si tout le monde sait qu'il ment en permanence, suppose, pour une raison ou une autre, que quand il s'agit de l'Iran, ce qu'il dit est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. No, it's not true. What he says is nonsense. Yeah. When, Professor Marandi, when it comes Oui, to professeur Marandi, Lebanon, concernant le cas du do you Liban, think that pensez-vous qu'il existe une solution, une sorte de solution à court terme à ce qui se passe là-bas? On voit, vous savez, des tensions qui montent entre le président libanais et le chef de l'armée, le général Haikal. Tout semble tourner autour de la pression qu'ils veulent exercer sur le Hezbollah. Je ne sais pas quelle est la perception iranienne de tout ça, ni comment on voit la situation au Liban. Parce que d'un côté, on voit le gouvernement essayer de faire tout ce que les États-Unis et les Israéliens lui demandent. Et de l'autre, on voit, si je ne me trompe pas, Leith, qui est à Beyrouth. Je lui parle chaque semaine. Il m'a dit qu'entre 26 et 50% de l'armée libanaise sont chiites, des musulmans chiites. Ça montre à quel point il est difficile de s'opposer au Hezbollah. Quelle est la lecture iranienne de cette situation? Et puisque la première ligne du protocole d'accord mentionne le Liban, et qu'il y est cité 3 fois, ça montre bien à quel point le Liban est important pour l'Iran. And it was mentioned 3 times. It shows how important Lebanon is for Iran. Well, you have to also keep in mind that many. Il faut aussi garder à l'esprit que beaucoup, vraiment beaucoup de chrétiens au Liban, mais aussi de sunnites et de druzes, soutiennent la résistance. Et bien sûr, même si les Saoudiens, les Qataris, la Turquie et les Européens, à travers leurs ONG, injectent énormément d'argent dans leurs groupes alliés et se montrent très hostiles envers la résistance, ils essayent de détourner les différentes communautés de ce mouvement. Mais malgré tout, la majorité des Libanais soutient la résistance. On l'a vu lors des dernières élections et aussi dans les sondages plus récents. C'est très clair, surtout chez les jeunes. Oui, surtout chez les jeunes. Donc, ce n'est pas seulement la communauté chiite qui soutient la résistance, qui soutient le peuple palestinien et qui s'oppose au régime israélien. Il y a des forces importantes dans toutes les autres communautés aussi. Mais la seule solution, c'est le protocole d'accord avec l'Iran. C'est la seule chose que l'Iran acceptera. Les Américains, à un moment donné, auront besoin d'un accord avec l'Iran. Ils ont besoin d'une normalisation dans le détroit d'Ormuz. En ce moment, les Iraniens montrent une certaine souplesse parce que le blocus a été levé, les sanctions sur le secteur pétrolier iranien ont été levées, les massacres au Liban se sont en grande partie arrêtés et des négociations sont en cours sur les avoirs iraniens. Certains disent qu'il y a eu des progrès, on verra bien. Mais le fait est que, au bout du compte, si les États-Unis ne tiennent pas leurs engagements concernant le Liban, il n'y aura pas d'accord. Et dans ce cas, le détroit d'Ormuz entrera dans une nouvelle phase. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la question du programme nucléaire iranien. Si les Américains veulent un accord, ils doivent d'abord remplir toutes ces obligations avant même qu'on commence à négocier sur un accord concernant le nucléaire. Et bien sûr, sur toutes les sanctions imposées à l'Iran. Comme je l'ai déjà dit, l'Iran se prépare depuis le cessez-le-feu et depuis la levée du blocus, sur le plan militaire, mais aussi en préparant la société, en remplissant à nouveau tous ces silos de nourriture et de produits essentiels pour la population. Alors, l'Iran sait qu'il dispose de ce levier et que ce levier ne va pas disparaître. Les Américains le savent, les Iraniens le savent, le régime israélien le sait aussi. S'ils ne le savaient pas, ils n'auraient pas arrêté les tueries au Liban. C'est vrai, ils font exploser des maisons, ils pilent des biens, ils brûlent des forêts, ils arrachent des oliviers dans le sud du Liban, ils brûlent encore des forêts et commettent toutes sortes d'actes honteux que les sionistes font. Mais ils n'ont pas repris les tueries. Peut-être que quelques personnes ont été tuées ou assassinées ces dernières semaines, mais dans l'ensemble, ils ont ralenti. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Iran est on ne peut plus sérieux.
that Iran is dead serious. And as I told you before, if there is a war Comme je vous l'ai déjà dit, s'il y a une guerre entre l'Iran et le régime israélien, l'Iran vaincra ce régime sans difficulté. La seule raison pour laquelle ce régime peut bombarder l'Iran, c'est grâce aux avions citernes américains, aux avions américains qui ravitaillent leurs chasseurs. Et ces avions doivent décoller de Jordanie. Le régime jordanien est aussi mauvais qu'Israël, l'Arabie saoudite ou d'autres régimes de la région. Donc le régime israélien, seul, n'a pas les moyens de combattre l'Iran. Et même avec le soutien total des États-Unis, l'Iran le battrait quand même. Ils sont donc dans une position vulnérable. Les Américains aussi sont dans une position vulnérable. Et les Iraniens continueront à faire pression jusqu'à ce que cette guerre prenne fin. Quelle est la communication, ou disons, à quel point les échanges sont bons entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre l'Iran et le Qatar? Est-ce qu'ils se comprennent sur le fait que, si l'on sait qu'Israël, tôt ou tard, va attaquer l'Iran et qu'il pourrait essayer de faire quelque chose contre l'Iran, mettons de côté les États-Unis pour l'instant, mais qu'ils devront utiliser ces pays pour attaquer l'Iran s'ils décident de le faire? Et la réponse iranienne. Vous avez mentionné que l'Iran pouvait réagir facilement à une attaque israélienne. Alors, quelle est la communication en Iran, d'après ce que vous comprenez aujourd'hui, sur la situation entre l'Iran et l'Arabie saoudite? Est-ce qu'on en arrive à un point où il pourrait y avoir une sorte d'accord de sécurité? Pas une architecture, pas une structure formelle, mais une forme de compréhension entre les pays de la région. C'est difficile à dire. Je veux dire, il y a eu quelques progrès avec les Saoudiens. Ils ont bien envoyé une délégation pour les funérailles, pas une délégation de tout premier plan, mais ils en ont envoyé une. En même temps, les Saoudiens exercent beaucoup de pression sur le Yémen et ils ont harcelé l'avion civil iranien qui essayait d'atterrir à Sanaa. Les Saoudiens ont toujours eu un problème. L'Arabie saoudite a toujours eu ses propres dynamiques internes. Et autrefois, c'était le foyer des groupes wahhabites, salafistes et takfiris à travers le monde, avec le soutien de l'Occident. Je veux dire, les Saoudiens ont financé tellement de projets en Europe et en Occident pour ces groupes, et les services de renseignement occidentaux étaient au courant. Je me souviens d'un ami à Londres. Son neveu était venu en Iran. C'était pendant la sale guerre en Syrie. Son neveu, un sunnite issu de la communauté sunnite, m'a raconté que son frère était en train d'être recruté pour partir en Syrie. Et leur famille, ce jeune homme qui était venu en Iran et que nous avons rencontré, il était jeune à l'époque, il a 10 ans de plus aujourd'hui. Eh bien, ce jeune homme m'a dit qu'ils étaient allés voir la police à Londres. Ils leur ont dit « Nous avons prévenu la police » et ils nous ont répondu « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle ». Et au final, ce jeune homme, son frère, je crois que c'était son frère, est parti en Syrie. Donc les services de renseignement occidentaux, les Saoudiens, les Qataris, Erdogan, tout le monde était là. Le Mossad aussi, travaillaient tous ensemble. La Jordanie et la Syrie également. Les Saoudiens ont toujours été, par le passé, au cœur de ces groupes takfiris. Mais après l'arrivée de Mohammed Ben Salman, les choses ont changé. Il s'est éloigné de ces groupes takfiris et du wahhabisme. Mais vous savez, c'est lui qui a lancé la guerre génocidaire au Yémen, et il a aidé les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran. En même temps, il a déclaré à plusieurs reprises aux dirigeants iraniens qu'il voulait de meilleures relations. C'est donc difficile de dire comment les choses vont évoluer, mais je pense que la défaite des États-Unis face à l'Iran a eu un impact très profond dans ces pays. Et ces pays ne voulaient pas que la guerre continue. Ils ne voulaient pas qu'elle reprenne. Comme on en a déjà parlé, et comme vous l'avez remarqué,
Les Iraniens n'ont pas bombardé l'Arabie saoudite, ni même les Émirats ou le Qatar. Ces dernières semaines, à chaque fois que les Américains violaient le cessez-le-feu et attaquaient l'Iran, et que l'Iran ripostait, il ne frappait pas ces pays-là. Il a frappé Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Donc clairement, il y a eu un changement. Vous m'entendez maintenant? Obviously, there has been some shift, but that. Can you hear me now? Yeah. Oui. I can hear you. Yeah. Tu es en Turquie? You're back. Yeah, so Oui. obviously there Alors has been évidemment, some il y a eu un certain shift, changement, but that mais ça ne veut pas dire que c'est means that, définitif.